Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la dimension, dans l'école du président Patrice Talon, l'école politique du président Patrice Talon, vous êtes soit en prison, soit en exil. Aucune autre voix dissonante, aujourd'hui, n'est tolérée. Son oligarchie a créé un code électoral qui sélectionne les opposants qui peuvent concourir au jeu politique. C'est la situation qui nous a poussés, de manière générale, à rentrer sur ce processus institutionnel. Il y a eu, soi-disant, des données qui ont été rendues publiques présentant une croissance économique exponentielle de mon pays, par exemple le Bénin. Sauf que ceux qui étudient, et c'est ce que nous rappelle le professeur Mamadou Koulibaly, la situation, savent que ce PIB n'est pas en adéquation avec aujourd'hui véritablement la richesse au sens individuel du terme de nos citoyens, de nos populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que l'on appelle une manipulation statistique par le biais de ce que l'on appelle le rebasage. On parle de plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'électricité dans le pays. On nous met en avant le fait qu'il y a une construction massive de routes, d'infrastructures, mais si ces infrastructures ne servent pas à créer de la richesse réellement pour la population, de quoi s'agit-il? Dans certains pays, on nous considère comme des combattants de la liberté, mais les gouvernements africains qui sont systématiquement liés à la France me considèrent comme un semeur de troubles. Par contre, je suis un déstabilisateur fondamental du système néocolonial. Et si certains travaillent avec le système colonial, mais ils ont compris que s'ils ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas tenir dans ce concert des nations. Les États-Unis d'Amérique, comme leur nom l'indique, ils ont compris qu'ils étaient obligés de s'unir pour avancer. Les Émirats arabes unis, ils ont compris que si ces Émirats ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas peser. Quand vous voyez la Chine, c'est une addition d'anciennes provinces, en réalité. Quand vous voyez la Russie aujourd'hui, qui est un État gigantesque, c'est une addition de plusieurs populations et d'anciens, plusieurs royaumes, en réalité. C'est important qu'on puisse dire ces éléments-là, sinon on ne pourra pas comprendre la chose. L'Inde, c'est une addition de plusieurs États. Donc nous sommes obligés en Afrique d'aller, qu'on le veuille ou pas, par cette voie. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'état d'esprit de l'AES puisse être établi en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, dans toutes les zones, et en Afrique du Nord, si nécessaire, dans toutes les zones où l'autodétermination doit plus que jamais être reconquise. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre, et en ce sens-là, l'AES est un signe, est un symbole extraordinaire d'espérance. Dans le but de donner quelques explications sur ce qui l'a poussé à se présenter aux élections présidentielles au Bénin, Kémy Séba a fait une interview de 40 minutes où il détaille les problématiques qui l'obligent à passer à un niveau institutionnel. Il a besoin d'un certain contrôle sur les institutions et les politiques pour mener à bien un certain nombre de combats également. La version intégrale de l'interview est disponible sur sa chaîne YouTube. Là, j'ai juste fait un résumé. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Vous avez annoncé votre volonté de se présenter à la présidentielle de 2026 au Bénin. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui motive cet engagement? Alors déjà, je vous remercie pour votre invitation. Et il est important toujours de préciser le contexte d'où nous partons pour comprendre exactement là où nous nous situons et là où nous allons. Il se trouve que nous menons depuis 25 ans. 25 ans, c'est une longue durée. Ce combat pour l'autodétermination de nos populations, pour la protection de nos populations, pour la justice sociale, contre la globalisation néolibérale, contre la déstabilisation de nos États, contre la négrophobie systémique. Nous avons, je pense, en 25 ans, contribué à faire beaucoup bouger les lignes à un niveau métapolitique, à tel point que certains États nous considèrent comme responsables de la montée de sentiments qu'ils taxent de manière impropre, à mon sens, d'anti-français. Ce n'est pas ma démarche, mais en tout cas, nous travaillons contre le néocolonialisme sous toutes ses formes, et certains nous rendent responsables de la baisse d'influence de ce néocolonialisme-là. Et nous ne sommes qu'au début parce que nous comptons aller le plus loin possible dans ce cadre-là. Il se trouve que il arrive un moment lorsque vous êtes dans la société civile où quels que soient les exploits, quelles que soient les actions menées, quel que soit le travail politique de fond effectué, vous arrivez à un plafond de verre parce qu'il y a un moment où vous devez, dans le cadre de vos activités, passer la main de la société civile aux institutionnels. Et si les institutionnels ne font pas le travail qui est le leur, pour justement prendre le relais
du travail que vous avez réussi à effectuer au sein de la société civile avec votre organisation, il arrive un moment où un sujet qui a été activé, exposé et secoué sur la place publique ne peut pas connaître sa véritable transformation parce que les forces institutionnelles demeurent, in fine, quoi qu'on en dise, des entités qui décident de comment tel ou tel sujet politique ou sociétaux doivent être traités et changés ou pas. Je prends un exemple très simple, c'est la question du franc CFA. Même si c'est une question parmi tant d'autres, mais tout le monde sait que c'est un de nos combats de fond. On a bougé de manière historique au XXIe siècle, à travers une mobilisation transnationale, simultanée dans plusieurs pays, que l'ONG Urgence panafricaniste a effectuée en fondant, en initiant le front anticolonialiste français en Afrique, le front anti-CFA. Et on a réussi à remettre au goût du jour une question qui auparavant était incarcérée entre les mains d'une petite poche de l'intelligentsia africaine et qui avait parfois une attitude très pédante vis-à-vis de la masse. On a rendu, dans cette dimension gramscienne, intelligible la question de la souveraineté monétaire pour des millions de gens. Nous nous sommes battus pour cela et les présidents devaient prendre le relais. Ils ne l'ont pas pris. Et des exemples comme la question du franc CFA, sur laquelle nous militons, ce sont des exemples, il y a des exemples multiples sur les questions de justice sociale, sur les questions d'écart de richesse spectaculaires dans nos pays, où on dit parfois que nos pays connaissent une croissance, on reviendra peut-être sur ces questions par la suite, mais c'est une croissance artificielle qui ne profite en réalité qu'à une minorité. On nous fait croire par exemple dans mon pays le Bénin, et c'est le même exemple qui est effectué en Côte d'Ivoire, et ça c'est l'agrégé en économie, l'un de nos conseillers sur les questions économiques, le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui le précise et qui le montre très bien. Il y a eu soi-disant des données qui ont été rendues publiques présentant une croissance économique exponentielle de mon pays, par exemple le Bénin. Sauf que ceux qui étudient, et c'est ce que nous rappelle le professeur Mamadou Koulibaly, la situation, savent que ce PIB n'est pas en adéquation avec aujourd'hui véritablement la richesse au sens individuel du terme de nos citoyens, de nos populations. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce que l'on appelle une manipulation statistique par le biais de ce que l'on appelle le rebasage. Qu'est-ce que le rebasage? C'est incorporer des données liées à des métiers dits informels qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, d'accord? Rajouter cela pour gonfler quelque part le taux de croissance du produit intérieur brut, pour attirer les investissements, d'accord, des institutions internationales et bien évidemment surtout aussi des entreprises et des États occidentaux, de telle sorte qu'on ait l'impression que tel pays ou tel pays est un bon élève en réalité sur le terrain économique. Normalement, dans des pays comme ceux-ci, s'il y a une augmentation du PIB aussi spectaculaire, chaque individu, chaque citoyen, ou en tout cas la population dans son ensemble, devrait avoir une amélioration de ses conditions de vie extrêmes. Or, il y a un appauvrissement spectaculaire d'une majorité de la population. On parle de plus de 60% de la population qui n'a pas accès à l'électricité dans le pays. On nous met en avant le fait qu'il y a une construction massive de routes, d'infrastructures, mais si ces infrastructures ne servent pas à créer de la richesse réellement pour la population, de quoi s'agit-il? Si ces infrastructures ne servent pas à ce que la population puisse se nourrir, et puisse se détacher justement de ce problème de pauvreté et de faim qui est globalisé dans nos pays. À quoi cela sert-il? Le Bénin réel, mon pays, ce n'est pas le Sofitel. Contrairement à la propagande que nos dirigeants essayent de faire croire en invitant quelques influenceurs où on va faire la promotion, la publicité dans les grands hôtels de notre pays, mais la majorité de la population crève, vit dans des situations extrêmement difficiles. Et je ne peux pas être dans une démarche de lutter contre le néocolonialisme, contre l'injustice sociale, sans me préoccuper de fond en comble de ces réalités. C'est la situation qui nous a poussés, de manière générale, à rentrer sur ce processus institutionnel. Vous avez déclaré votre candidature. En cas de blocus, comment compteriez-vous vous y prendre? Et ceux qui nous connaissent stratégiquement savent que nous sommes très loin d'être naïfs et que cette annonce est un processus, là aussi, d'ingénierie sociale pour propager une idée, pour propager un message. Nous sommes des guerriers idéologiques. Nous sommes de l'école gramscienne sur cet aspect-là, en tout cas. Et notre objectif est d'imposer dans le débat politique béninois un autre point de vue que le point de vue tyrannique qui est aujourd'hui opéré au sein de notre pays.
Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la dimension, dans l'école du président Patrice Talon, l'école politique du président Patrice Talon, vous êtes soit en prison, soit en exil. Aucune autre voix dissonante aujourd'hui n'est tolérée. C'est important qu'on le dise. La plupart des opposants sont persécutés, pour ne pas dire la quasi-totalité des opposants réels le sont. Nous avons déclaré qu'il y a plusieurs options. La première, même si nous sommes très loin d'être naïfs, et nous savons que pertinemment il y a bon nombre de nos partisans au sein de la section jeunesse du Parti démocrate du président Yahi Boni, d'accord, l'ancien président Yahi Boni. Nous savons que nous avons beaucoup de partisans en son sein, mais nous savons aussi qu'à l'intérieur du bureau national du parti, il y a énormément de gens qui sont des tenants de la France-Afrique. C'est connu de tous, et ça nous a d'ailleurs été reproché lorsqu'on a tendu la main à ce parti. Mais si on ne le faisait pas, certains auraient dit qu'on n'aurait pas émis cette possibilité d'aller dans ce cadre électoral, quel que soit ce que nous en pensions intérieurement. Donc il fallait pour la forme, en tout cas, que nous le fassions. Et après, nous laissons témoin la population par rapport à la démarche qui est la nôtre. La deuxième option, c'est créer une coalition beaucoup plus élargie, des forces d'opposition réelles, d'accord, qui sont exclues du jeu politique, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où le président Patrice Talon a créé, et son système, son oligarchie, a créé un code électoral qui sélectionne les opposants qui peuvent concourir au jeu politique. En gros, c'est comme si vous avez un adversaire qui sélectionne ceux avec qui il veut combattre, et les plus dangereux de ses adversaires, il ne leur permet même pas de monter sur le ring de boxe. On est dans un jeu truqué, de A à Z. Il y a les partis qui sont validés par le président Patrice Talon, qui sont ses partis, d'accord, puisqu'il exige maintenant que vous soyez porté par un parti pour aller aux élections, alors que lui n'a pas eu cette règle qui lui a été imposée quand il est allé au processus électoral présidentiel en 2016, c'est important qu'on le dise, tout comme le président auparavant Yahi Boni et les autres, on ne leur a pas imposé cette réalité-là, mais lui il impose parce qu'il verrouille le jeu. Il ne veut pas, à cause des investissements et de contrats juteux financiers qu'il a et qu'il est en train de passer aujourd'hui et qu'il a passé, il ne veut pas que le butin lui échappe. Et tôt ou tard, il faudra peut-être être dans une logique de pouvoir étudier et analyser comment il a pu établir sa fortune, parce qu'on ne peut pas parler dans un pays pauvre d'une pauvreté extrême de la population sans analyser comment l'un des membres de la population a pu se faire sa fortune par décret, parce que c'est par décret qu'il est devenu milliardaire, et comment il a pu faire développer son économie en prospérant dans un pays qui est complètement appauvri. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait être capable d'étudier tôt ou tard. Et donc, il y a cette option d'élargir la sphère de la coalition pour demander un jeu électoral inclusif, pour dire que les règles qui consistent à ce que si vous n'êtes pas porté par un des partis validés par le président, vous ne pouvez pas concourir, c'est quelque chose de caduque. Que si vous n'avez pas 28 députés qui vous donnent leur parrainage, vous ne pouvez pas vous présenter, c'est quelque chose de caduque. Sachant que les seuls qui ont minimum 28 députés, ce sont les partis du président et le parti d'opposition au sein de la classe politique béninoise, le seul parti d'opposition accepté par le président Patrice Talon, qui est le parti de l'ancien président Yahi Boni. Tous les autres partis politiques ne sont pas reconnus sur ce processus-là, et on ne leur donnera pas la possibilité de se présenter. On doit changer ces règles. Parce que si on ne le fait pas, ce que je crains, ce que j'entends, pas ce que je souhaite, mais ce que je vois, c'est qu'il risque d'y avoir une contestation populaire citoyenne, non violente, mais qui risque de se déployer par vagues incessantes dans les temps à venir. Et je le sens de plus en plus fort, ce processus-là arriver. Et je pense que la raison voudrait que la classe politique, dans toutes ses composantes, dans tous ses antagonismes, puisse s'asseoir, échanger, discuter et voir comment on peut réformer le jeu politique. Je suis un gardien silencieux d'un processus souverainiste. J'ai un problème avec l'incapacité de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un. J'ai un problème avec l'injustice sociale généralisée. Ça, c'est deux. Et j'ai un problème avec le manque ou le kidnapping de la souveraineté. Ça, c'est trois. On est dans un pays aujourd'hui qui a bradé sa souveraineté, qui l'a livrée aux intérêts français. Le président qui a le plus consolidé les liens dans le cadre de la France-Afrique depuis la période des prétendus indépendants, c'est le président Patrice Talon. Je pense que c'est quelque chose qui pose problème au niveau national comme au niveau sous-régional.
Et ma responsabilité en tant que panafricaniste, qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté, c'est de lutter contre ce qui empêche que la souveraineté puisse être véritablement établie. Ce que je veux, ce n'est pas priver les riches de leurs gains ou de leurs richesses. Ce que je veux, c'est une répartition des richesses beaucoup plus juste. Et je veux que l'on puisse être dans un processus de souveraineté avéré. C'est notre obsession, c'est notre projet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains pays, on nous considère comme des combattants de la liberté, mais les gouvernements africains qui sont systématiquement liés à la France me considèrent comme un semeur de troubles, me considèrent comme un déstabilisateur d'État. Je ne suis pas un déstabilisateur d'État. Par contre, je suis un déstabilisateur fondamental du système néocolonial, et ça, c'est quelque chose de clair. Et si certains travaillent avec le système colonial et m'en veulent de vouloir déstabiliser ce système, c'est que sans doute, ils ont beaucoup de choses à se reprocher en ce qui concerne ces réalités. Le Niger, avec le Mali et le Burkina, dans le cadre de l'AES, ont instauré une force unifiée de 5000 hommes et ont mis en circulation un passeport commun. Donc, si vous êtes élu président en avril 2026, soutiendrez-vous l'idée d'intégrer cette confédération? Il est vital, à mon sens, que le panafricanisme se matérialise. Et pour que ça se matérialise, c'est qu'on doit transcender la logique des micro-États qui a été décidée par la puissance coloniale, par les puissances coloniales, lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885. Quand vous voyez l'Union européenne, eux-mêmes ont compris, mais c'est une Union européenne qui n'est pas celle des peuples, mais une Union européenne de l'oligarchie néolibérale, convenons-en. Mais ils ont compris que s'ils ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas tenir dans ce concert des nations. Les États-Unis d'Amérique, comme leur nom l'indique, ils ont compris qu'ils étaient obligés de s'unir pour avancer. Les Émirats arabes unis, ils ont compris que si ces Émirats ne s'unissaient pas, ils ne pourraient pas peser. Quand vous voyez la Chine, c'est une addition d'anciennes provinces, en réalité. Quand vous voyez la Russie aujourd'hui, qui est un État gigantesque, c'est une addition de plusieurs populations et plusieurs royaumes. En réalité, c'est important qu'on puisse dire ces éléments-là, sinon on ne pourra pas comprendre la chose. L'Inde, c'est une addition de plusieurs États. Donc nous sommes obligés en Afrique d'aller, qu'on le veuille ou pas, par cette voie. Malheureusement, l'Occident a toujours compris cette nécessité de diviser pour régner, en graissant la patte de certaines entités, en les poussant pour agir tels des roitelets, qui empêchent la fondamentale transnationale unité des peuples, pour ne s'occuper que d'un petit précaré qui donne accès à des facilités pour les nations occidentales. Je pense que si on ne va pas dans cette perception-là, on ne pourra pas comprendre dans quelle direction nous allons. Donc, moi, mon objectif, sans avoir besoin de trop en dire, c'est que nous nous approchions de l'État fédéral. Et ça passera par plusieurs processus. Et il est évident que l'Alliance des États du Sahel est un exemple de panafricanisme du peuple. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, et on doit avoir le courage de le dire aussi, d'accord? Mais c'est une grande source d'espérance pour des millions et des millions et des millions d'Africains. Partout où je vais dans le monde, c'est le retour que j'ai. Et je pense que le Bénin, s'il accède à sa souveraineté réelle, à sa véritable indépendance, s'il coupe les liens avec la puissance néocoloniale que nous connaissons, peut devenir une pièce maîtresse dans ce jeu géopolitique qui bénéficiera au peuple d'Afrique et qui bénéficiera évidemment à l'AES. Pensez-vous que l'AES pourrait être un point d'ancrage pour ces panafricanismes-là, le panafricanisme populaire? Je pense qu'il faut qu'on puisse regarder les choses de manière même beaucoup plus large. Parce que l'AES, je le dis, est un laboratoire de ce qui se doit d'être fait de manière prospective dans les prochaines années. Recouvrir sa souveraineté, prendre le temps de se reconstruire, prendre le temps de redéployer un nouveau schéma de société, d'accord, sur le terrain économique, sur le terrain sociétal, sur le terrain culturel, et sur le terrain aussi diplomatique et géopolitique, géostratégique, sur le terrain aussi de la géopolitique des minerais. Ça, c'est des ressources minières, c'est important qu'on puisse le dire. Mais tous les pays ne sont pas sahéliens. Donc, tous les pays africains ne sont pas sahéliens. Donc, il arrivera un moment où c'est l'état d'esprit de l'AES qui devra être répercuté un peu partout sur le continent. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'état d'esprit de l'AES
puisse être établi en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, dans toutes les zones, et en Afrique du Nord, si nécessaire, dans toutes les zones où l'autodétermination doit plus que jamais être reconquise. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre, et en ce sens-là, l'AES est un signe, est un symbole extraordinaire d'espérance. C'est dans cette logique-là que nous nous situons, et c'est dans cette logique-là que nous avançons. Nous ne sommes pas en train de dire que les 54 pays du continent africain devront être membres de l'AES. Ça ne fera pas sens, puisque l'AES correspond à une réalité aussi géographique. Mais l'état d'esprit que définit l'AES doit être quelque chose qui doit contaminer le continent africain et l'Union africaine dans sa globalité, qui elle-même aussi, tôt ou tard, devra être réformée. Vous avez dit que l'Occident est en train de se braquer. Est-ce que cela n'est pas une opportunité pour les Africains? Une opportunité historique, c'est exactement ce que je dis. C'est une opportunité historique pour nous de comprendre que si ceux dont on mendie l'amitié ont décidé plus que jamais de nous tenir à l'écart de leur réalité, c'est une occasion pour nous, suivant l'adage qui dit de l'exclusion d'un homme par l'autre naît la volonté pour l'homme exclu, de se constituer sa propre puissance. C'est dans cette logique-là et cette orientation idéologique et politique que nous nous situons. Donc, prenons cette séquence historique comme une chance, en nous rappelant que l'Africain n'a pas d'amis. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Africain et l'Africaine eux-mêmes. Question d'actualité. Dernièrement, on suit l'évolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, selon plusieurs sources, dont les Nations Unies, donc, mène une offensive sanglante dans l'Est de la RDC. Que pensez-vous de ces sujets? Quelle issue possible pour ces On est face à un processus néocolonial, encore une fois, qui s'appuie sur le pillage de nos ressources et qui s'appuie aussi sur une géopolitique des ethnies et des tribus dans ces sous-régions-là. Le colon a appris à étudier parfois nos peuples mieux que nos peuples se sont étudiés eux-mêmes. C'est une réalité. Il a étudié les antagonismes qui existaient entre certaines entités. Il a joué des douleurs de part et d'autre pour avancer son propre agenda. On a aujourd'hui Paul Kagame qui a été érigé par les néolibéraux en symbole d'un panafricanisme. On n'était pas au courant. Parce que le panafricanisme, normalement, c'est l'unité des diverses formes d'africanité et pas génocider une partie de ces mêmes africanités. Mais Paul Kagame est soutenu par les États-Unis, soutenu par les nations occidentales, il faut qu'on ait le courage de le dire, et c'est pour ça qu'il se sent depuis le départ si libre de faire ce qu'il veut et d'agir comme un shérif, comme il le fait depuis tant d'années, en réalité, dans la sous-région. Et pas simplement comme un shérif, mais comme un pilleur, un déstabilisateur et un génocidaire. Ce qui est un drame quand on sait ce que le digne peuple Tutsi a connu en termes de génocide. Et ce qui se passe au Kivu est sponsorisé par les multinationales occidentales. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'opération Lumumba au Congo récemment, où une jeunesse congolaise patriotique et digne a décidé de prendre ses responsabilités, parce qu'elle ne pouvait pas accepter de voir des chancelleries faire comme si de rien n'était, alors qu'elles sont celles qui back-up les activités de Paul Kagame, qui lui-même back-up avec ses soldats rwandais le M23, qui sont en train de déstabiliser la RDC. Alors, dire cela ne permettra et n'autorisera, en ce qui me concerne, jamais le sentiment qui consiste à essentialiser cette question en disant que c'est un problème de tous les Tutsis et qu'il faut faire la guerre à tous les Tutsis. Kagame n'est pas tous les Tutsis. Je connais d'innombrables Tutsis qui sont contre Paul Kagame. Je connais d'innombrables Tutsis qui dénoncent ce qui se passe en RDC. Mais Kagame est un problème géopolitique majeur pour l'Afrique aujourd'hui. Et si on ne prend pas en considération cela, on va reculer de 30 ans sur un certain nombre d'enjeux. Et je pense qu'il faut qu'on ait le courage de le dire avec la plus grande simplicité. Et cela n'exonère pas non plus la classe politique congolaise corrompue, qui est à la tête du Congo aujourd'hui, qui est beaucoup plus dans la fastuosité du pouvoir, dans les simplicités de déplacement et de voyage que confère leur rôle, que dans la gestion d'un état de guerre. Moi, je suis au Niger, je voyage dans l'AES, je sais ce que sont les pays en guerre. Ce n'est pas la sensation que j'ai quand je vois la classe politique de Kinshasa. Et dire cela ne signifie pas que j'ai quelque chose de personnel contre eux, mais ça ne va pas.
Et on ne peut pas aimer des gens sans leur dire la vérité. Ils sont co-responsables, eux, et évidemment ceux qui les ont précédés, de cette situation qui existe aujourd'hui. Donc le problème du M23 est un problème de néocolonialité et de pillage de nos ressources. Et Kagame n'est qu'un proxy d'intérêt qui le dépasse de très loin en réalité, ce qui n'exonère pas de ses responsabilités. Et nous devons le condamner avec la plus grande force, lui, son clan, d'accord, et les nations occidentales qui le soutiennent derrière, officieusement, et nous devons aussi condamner l'inaction, le côté inopérant de la classe politique congolaise qui ne prend pas ses responsabilités. Voilà.